Bun găsit, doamnelor, domnilor, sunt Marius Constantinescu. Ediție limitată, cu adevărat eveniment astăzi, pentru că vi-l aduce, într-un interviu în exclusivitate pentru România, pe unul dintre cei care scriu istoria parfumului în ultimii 40 de ani. Autorul unor creații precum First, Terre d'Hermès, Kelly Calèche, Angélique sous la pluie, Eau parfumée au thé vert sau Boisfarine, nimeni altul decât poetul parfumeriei de autor, Jean-Claude Ellena. D'abord, Monsieur Jean-Claude Ellena, c'est un immense honneur pour moi faire cet entretien avec vous. C'est un grand plaisir aussi. Quelle a été la raison de partager vos pensées, vos pages de journal au monde entier? Alors, la raison au départ, c'est une raison toute simple, c'est-à-dire de partager le métier de parfumeur. C'est un métier peu connu, quand je dis peu connu, très peu connu du public, et j'avais envie de faire partager avec le public qu'est-ce que le métier de parfumeur, parce qu'il y a eu des films sur le parfumeur, mais ça n'apprend pas grand-chose, et donc un livre me paraissait plus essentiel pour comprendre le métier de parfumeur. Donc, c'est la seule raison, c'est faire comprendre ce qu'est mon métier de parfumeur. Sur quel sujet, sur quel chapitre, disons, vous croyez que le monde se trompe le plus quand il s'agit d'un parfum? Alors, il y a beaucoup d'erreurs parce que parmi les premières erreurs, c'est la notion de naturel, puisque la plupart du temps, les gens me posent la question, est-ce que votre parfum contient que des naturels? Mais les parfums ne contiennent pas que des naturels, mais aussi des ingrédients chimiques, et ceci presque depuis 150 ans. Donc, la chimie apparaît dans les parfums à la fin du 19e siècle, et depuis lors, il y a des produits chimiques dans tous les parfums. Et heureusement parce que les produits naturels dans les parfums, il y a une cinquantaine disponibles et la chimie a permis d'avoir des centaines de nouvelles molécules qui permettaient de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, la première chose, c'est le naturel. À l'âge de 16 ans, je me suis retrouvé dans l'industrie de la parfumerie. Mon père ne savait pas quoi faire de moi, donc je me suis retrouvé dans l'industrie de la parfumerie et puis j'ai commencé comme ouvrier. Et c'était un milieu bienveillant, en tout cas un milieu que j'ai aimé et dans lequel je me suis senti tout de suite à l'aise. Et donc ça a été aussi pour moi l'occasion d'avoir des rencontres. Et c'est ces rencontres-là qui m'ont permis d'évoluer dans ce milieu de la parfumerie. Alors le début se fait à Grasse. Ensuite, il y a une école pour la parfumerie qui s'ouvre en Suisse, dans une grosse société qui est la première société industrielle aujourd'hui, qui s'appelle Givaudan. Donc je rentre dans cette école et accompagné de... Donc voilà, me voilà parti en Suisse avec ma femme, mon premier enfant et rentrant dans cette première société de parfumerie. On l'en enseignait à devenir compositeur de parfum. Et toujours mauvais étudiant, j'ai demandé à mon chef parfumeur à l'époque de me dire « écoutez, donnez-moi du travail ». Il a refusé au premier temps, il a refusé, me disant de retourner à mes chères études. Je suis revenu à la charge et j'ai eu du travail. Les réponses étaient positives et au bout de 9 mois, alors que le cours était de 3 ans, au bout de 9 mois, j'ai été pris comme jeune parfumeur. On dit junior parfumeur dans la hiérarchie de la parfumerie. Vous êtes l'un des plus fêtés parfumeurs de la période contemporaine. Quels sont les traits que le monde attend de vous en tant que nez extraordinaire? Mais je crois que alors, je ne sais pas si on attend quelque chose de moi spécifiquement, mais ce que l'on attend d'un parfum, et je parlerai vraiment du parfum et pas de ma personne, ce qu'on attend du parfum, c'est la surprise, l'étonnement. Et ah oui, et cette surprise, cet étonnement, c'est le travail que je fais tous les jours, c'est-à-dire de créer une surprise. Quand vous sentez un parfum, c'est « ah oui, ça me plaît » et vous tombez et vous faites une découverte. Et cette découverte va vous permettre de vous parfumer. Donc, c'est ça qui m'intéresse de faire. Et ensuite, c'est pas l'homme, c'est le parfum d'abord. Qu'est-ce que c'est un chef-d'œuvre dans la parfumerie?
Qu'est-ce que c'est qu'un chef-d'œuvre dans la parfumerie? Oui. C'est ça la question? Exact. Voilà une question bien difficile à répondre. Je dirais euh, alors, le chef-d'œuvre est lié d'abord à l'étonnement, à la surprise, parce que s'il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'étonnement, ça veut dire que le produit, le parfum ressemble déjà à quelque chose de connu. Donc, le chef-d'œuvre, c'est quand même une découverte, c'est une surprise. Et voilà. Et l'autre chose, c'est euh, la, la particularité d'un chef-d'œuvre, c'est qu'il faut que le parfum dans sa construction soit parfait. Et la perfection, ça demande des semaines, des mois de travail et des années de connaissances pour arriver à cette perfection. Donc, il n'y a pas de chef-d'œuvre immédiat. Non, le chef-d'œuvre est un long processus de travail pour en arriver à quelque chose d'absolument parfait et qui fait que, voilà, ça crée l'étonnement. Et quel est votre chef-d'œuvre? Oui, je voyais bien la question arriver. Alors, je ne peux pas dire, parce que il n'y a pas de parfum que je préfère. Il y a des parfums que je préfère à un moment donné, et puis après, à d'autres moments donnés, j'en préfère d'autres. Souvent, il y a dans les parfums que j'ai faits, il y a des parfums qui sont plus originaux que d'autres. Il y en a qui sont plus techniques que d'autres. Mais quand je dis technique, ça veut dire que je suis le seul à savoir que techniquement, c'était très difficile pour obtenir ça. Et le public n'est pas censé savoir ou enregistrer ou connaître ou voir toute la difficulté technique qu'il y a derrière. Donc, c'est au public de décider. Et, alors, il y a des prix qui sont offerts aux parfums chaque année. Certains prix récompensent, je dirais, la popularité d'un parfum, mais qui dit populaire ne dit pas forcément chef-d'œuvre. Absolument, oui. Voilà. Voilà. Vous êtes passionné par l'art, par la discipline, par les coutumes nippones. Vous êtes un minimaliste, en tout cas. Mais depuis First, votre grand parfum international, disons, n'avez-vous pas été tenté de tourner vers l'abondance dans la conception d'un parfum? Alors, bizarrement, puisque mon chemin était inverse, hein, de l'abondance de First qui comprenait 160 composants au thé de Bulgarie qui en contenait moins de 20. Donc, ça voulait dire qu'il y avait une démarche derrière, une démarche intellectuelle, c'est-à-dire de vouloir maîtriser. En fait, là derrière, c'est la maîtrise des odeurs, la maîtrise de l'écriture de l'odeur. Et maîtriser, ça voulait dire donner le maximum avec le minimum de moyens. Et ça demande énormément de travail. Et je veux dire, c'est un peu fou parce que c'est plus de travail que d'être abondant. Parce que quand on est abondant, on peut mettre beaucoup de choses dans un plat. Et puis, à la fin, oui, c'est bon, mais pas plus que bon. Donc, voilà, c'était l'inverse. Et alors, j'en avais un besoin. Je pense que le besoin, c'était la notion de maîtriser ce que je faisais et comprendre ce que je faisais. C'est-à-dire, c'était toujours la question de, quand je fais quelque chose, est-ce que je comprends pourquoi je l'ai fait? Et donc, cette question-réponse permanente entre le travail que je fais et moi-même fait que je suis allé dans ce sens-là. En effet, vous semblez un partisan de la fraîcheur, de la rectitude, de la sérénité, on dirait, dans les parfums, dans la conception d'un parfum. Vous laissez les parfums lourds, orientaux, enivrants aux autres, il me semble. Oui, et tant mieux, je dirais, parce que il y a une amie qui m'a dit, mais écoute, pourquoi tu ne fais pas des parfums comme Guerlain? Alors je dis, mais si tu aimes des parfums comme Guerlain, achète des parfums comme Guerlain. Et voilà, c'est tout. Et moi, je trouve les parfums de Guerlain qui sont opulents, qui sont capiteux, je les trouve merveilleux, j'applaudis, mais c'était pas mon écriture et je préfère mon écriture. Voilà, c'est tout. Maintenant, on peut choisir. Je veux dire, le public est là pour choisir. Donc, offrons au public des choses suffisamment différentes pour que le public trouve son choix.
J'ai toujours pensé en sentant le travail de Jean-Claude qu'un peu comme un Picasso, il aurait plusieurs périodes. Il y a une première période où j'étais très très complexe. Puis après, il y a une seconde période où j'étais... On a dit minimaliste, mais je n'aimais pas tellement ce mot de minimalisme, parce qu'en fait, le minimalisme évite les émotions, alors que je ne voulais que parler d'émotions. Alors qu'est-ce que pouvait être une troisième voie? Aller à l'essentiel. Je précise encore plus mon propos, je raccourcis encore plus ma formule. C'est vrai qu'après quelques mois de recul, quand je ressens vos cuirs, je suis très content d'avoir eu l'idée d'aller chercher Jean-Claude, parce que c'est un des plus beaux parfums qu'il ait fait à mes yeux. Ça m'est arrivé de penser, je dis, mais mince, c'est dommage que j'en sache autant et que je sois si vieux. Il y a des choses que je me permets aujourd'hui que je n'aurais jamais fait quand j'étais jeune. Aujourd'hui, je sais que je peux le faire. Donc c'est pour ça que je vais le voir à Grasse. On sent cette rose faite dans les années 50 par Onitska, et en le sentant, on n'a même pas à se parler en fait. On se regarde et là on a trouvé notre thème. Oui, dans notre échange de regards, on s'était dit, oui, allez, en avant. Il y a 70 roses sur le marché qui s'appellent rose quelque chose. Et puis là, on a une rose cuir. Alors pour moi, rose cuir, évidemment c'est une rose, mais on ne le découvre pas tout de suite. C'est-à-dire il y a la surprise. Rose parce que c'est l'interprétation de la rose par Jean-Claude Héléna. Ce cuir parce que ce cuir très dépouillé m'évoquait un ciel bleu, un lendemain de Mistral. La notion de cuir, j'aimais bien parce que très troublant comme odeur. Et ça me donnait la partie sombre de la fleur. C'est ça le déroulé du parfum. Tout est clair, tout est pur, tout est net. C'est une rose lumineuse. Mais au fond, cette rose, c'est un peu comme une rose photographiée par Warhol. C'est une rose recomposée par un artiste moderne. Ça pourrait être un Nicolas de Stahl, des grands aplats de matière, donc des grands aplats de géranium, des grands aplats de quinot, voilà, très sombre d'un côté, très lumineux de l'autre côté, 15 matières, pas plus. Je m'aperçois avec le temps, c'est que au moins j'en mets, au plus ça parle. En fait, moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est de pousser chaque parfumeur à être le plus lui-même possible. Dans quelle manière celle ou celui qui porte le parfum peut le mettre en valeur? Alors, porter un parfum, d'abord c'est un choix difficile, parce qu'on peut porter pour différentes raisons. Quand on porte un parfum, on peut porter un parfum très voluptueux, très puissant, pour cacher sa timidité. Voilà. Et en même temps, on peut le porter pour affirmer son caractère. C'est-à-dire les deux faces opposées. D'un côté, je montre mon caractère, de l'autre côté, je me protège de ma timidité. Et dans les parfums très légers, je veux dire très sereins comme ça, et à la fois, je n'ai pas besoin de montrer ma puissance, puisque d'abord je le suis, et donc il suffit que je porte des choses très, très simples et très fraîches. Et d'autre part, ça peut combler aussi les timides à nouveau, les timides qui disent, mais comme ça, je gêne personne. Et le parfum, c'est aussi un problème sociétal, et un problème, alors sociétal et religion, et la religion est derrière aussi. Sociétal, c'est-à-dire, par exemple, si vous allez au Japon, les Japonais aiment des parfums discrets. La raison, c'est qu'au Japon, le groupe est plus important que la personne. Quand vous êtes au Japon, c'est toujours le groupe qui est vraiment important, et c'est le groupe qui passe devant la personne, devant l'individu. Et même si l'Occident privilégie l'individu, l'individualisme, au Japon, c'est pas ça. C'est quand même le groupe d'abord. Donc, on va apporter des parfums qui ne dérangent pas. Et ce qui fait que, par exemple, dans les bars à sushi, on porte des parfums très, très discrets parce qu'il ne faut surtout pas déranger les mets qui sont préparés. Il ne faut surtout pas mélanger, surtout pas déranger l'odeur du poisson, l'odeur des choses qui vous sont servies. Ce qui est très différent en Orient, parce qu'en Orient, on aime bien les parfums capitaux. Et donc, ils sont là pour affirmer. Il y a cette sensualité qui est débordante. Et on aime le montrer, on est très fiers de le montrer. Et en religion, on retrouve ces notions-là aussi, c'est-à-dire par exemple dans la religion protestante, on va favoriser les parfums qui sont plus propres, parce que la séduction n'est pas permise. La séduction, oui, mais pas comme chez les catholiques. Chez les catholiques, on a le droit de séduire. Chez les protestants, on n'a pas le droit de séduire.
Et, et donc, on va, chez les protestants, on va aimer les parfums qui respirent le bien-être, le propre, voilà. Alors que chez les catholiques, on va préférer les parfums qui transpirent, qui montrent la sensualité féminine, la sensualité masculine, qui affirment le caractère, etc. Et donc, en fonction de sa religion, de son appartenance à la société, à tel pays, à tel territoire, on se parfume. Et on se parfume différemment. Donc, ce n'est pas uniquement un choix personnel, c'est aussi un choix de société. Vous avez un tout petit peu anticipé ma question suivante parce que oui, on porte le parfum soit pour être plus nous-mêmes, Oui. soit pour être quelqu'un de complètement différent. Donc, vous voyez le parfum comme un outil d'illusion? Ah, c'est un outil d'illusion, c'est un outil de séduction, c'est un outil d'appartenance au groupe, au même titre que les habits ou au même titre que les bijoux. C'est-à-dire que le bijou dit quelque chose de la personne, la montre dit quelque chose de la personne, je vous vois avec une grosse montre, la montre dit quelque chose de la personne, la chemise blanche dit quelque chose de la personne, et le parfum dit aussi quelque chose de la personne. Et tous ces codes qui vont de la taille des cheveux en passant par la montre, la chemise et le parfum, dit quelque chose de la personne que nous allons décoder, que chacun de nous décode. Mais quand on joue avec les codes, on peut se cacher derrière les codes et ne pas être les codes qu'on apparaît. Ça aussi, parce que c'est très, très ambigu, là. Il y a des ambivalences qui sont amusantes à voir. Am avut ocazia de a sta de vorbă cu Jean-Claude Elena, traducându-i cartea, Jurnalul unui parfumier, în curs de apariție la editura Corint. Am pătruns astfel în laboratorul de creație al unui maestru care, în ciuda performanțelor legendare la nivel de inovație olfactivă, dar și a succesului economic remarcabil, și-a păstrat pământul sub picioare și, poate mai important, o perpetuă uimire în fața frumosului. Creațiile sale merg de la parfumuri aproape baroce, precum First, clocotind de ingrediente somptuoase, până la compoziții care au aproape o simplitate niponă, în care inovația este tocmai aceea de a aduce în prim plan un unic ingredient vedetă. Y a-t-il un ingrédient dont vous avez l'impression de ne jamais épuiser les valences? Alors, il n'y a pas un ingrédient particulier, c'est que moi j'utilise avec le temps, quand j'ai commencé mon métier, je travaillais à peu près avec plus de 1000 produits. Aujourd'hui, je travaille avec 120 produits à peu près. C'est tout, 120 corps. Donc ça fait, oui, c'est énorme la différence entre quand j'ai commencé aujourd'hui. Et le problème vient de comment les associer, parce que c'est dans l'association, c'est dans la manière dont j'associe une couleur avec une autre couleur. Un vert et un rouge fait que le vert est plus vert et le rouge est plus rouge. Mais un rouge et un bleu, ben, c'est pas la même chose. Et un rouge et un jaune, c'est pas la même chose non plus. En parfumerie, c'est la même chose. Donc, dès que j'associe une matière avec une autre matière, je change ce qu'elle raconte. Et dès que je rajoute une troisième matière, je change à nouveau ce qu'elle raconte. Donc, c'est par ce jeu des combinaisons que je change l'image finale du parfum, l'odeur finale du parfum, l'histoire que je raconte. Chez vous, le parfum est une affaire de famille. Comment s'apprend l'amour pour les odeurs? Je crois que l'histoire de famille vient du fait que on a trouvé dans la famille, on a tous trouvé que le parfum était un moyen pour s'exprimer et de s'exprimer différemment et d'avoir une voix unique, une voix personnelle, une manière, oui, identitaire différente de ce qu'il y a. Si j'avais voulu devenir écrivain, il aurait fallu que je commence très tôt
bien que j'écrive aujourd'hui, mais je me sens pas écrivain. J'écris, c'est tout. Mais trouver un style en écriture demande des années de travail et de réflexion sur ce que l'on fait. Et la même chose en peinture. Je veux dire, si c'est pour peindre comme un peintre du dimanche, ce qui est fort agréable, mais si je veux trouver un style qui m'est personnel, ça demande des années et des années de travail. Donc, dans le parfum, dans la famille, une grosse partie de la famille a trouvé une manière d'expression qui s'enrichit à chaque fois. C'est-à-dire que mon père était parfumeur, ma fille est parfumeur, je suis parfumeur. J'espère qu'il y aura d'autres parfumeurs par la suite. Et chacun apportera sa pierre à l'édifice. Voilà. Paris, j'avais 28 ans, et à 28 ans, j'ai créé un parfum qui est toujours un classique aujourd'hui, qui s'appelle First pour Van Cleef & Arpels. Et j'étais un très jeune parfumeur ayant créé un grand classique pour la parfumerie. Et j'ai besoin d'écrire sur le parfum parce que c'est un métier qui est mal compris ou méconnu en tout cas. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'erreurs sur le discours de la parfumerie. Donc j'ai voulu corriger un petit peu ces erreurs et cette vision cette vision totalement méconnue. Et donc il y avait le plaisir d'écriture et puis le plaisir de faire comprendre ce que c'est ce métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on vend une image auquel on s'identifie plus ou moins et on ne s'aperçoit pas que derrière cette image-là que l'on nous vend, eh bien, il y a des hommes, il y a des femmes, et il y a des gens qui pensent parfum, qui construisent des parfums, qui créent des parfums. Et en réaction à ça, j'ai voulu écrire sur le parfum aussi. C'était comme si demain, pour vous vendre un nouveau roman, on allait sortir une nouvelle égérie et en vous disant, écoutez, voilà le roman, c'est cette égérie-là. Le parfum, c'est la même chose. On parle rarement du mouvement, hein, mais c'est une question auquel il fallait donner une réponse, parce que, et encore, c'est qu'une question, enfin, parmi toutes les questions auxquelles j'essaie de donner une réponse sur le parfum, et cette compréhension, ce recul sur le parfum, c'est-à-dire à la fois sur la notion du temps, l'importance du temps dans le développement d'un parfum. Et voilà, c'est à ça que je réponds aussi. Et c'est des questions que le public ignore et ne se pose pas comme question, en tout cas. Monsieur Elena, les grands parfums, les parfums mythiques, restent plus ou moins les parfums du XXe siècle. Aux parfums des dernières, disons, 15 années, manque seulement le temps pour devenir des légendes? Alors... Et soyez pas diplomate, s'il vous plaît. Non, je ne suis pas diplomate. Je dirais que en tant que parfumeur et personnellement, je n'ai jamais suivi la mode. Je veux dire, la mode ne m'intéresse pas parce que la mode se démode. Je ne cherche pas à être dans les tendances, parce que être les tendances, c'est travailler avec ce que j'appelle un rétroviseur, c'est déjà être en retard. Oui. Parce que si c'est la tendance, ça veut dire que je prends le train en route et que le train est déjà en train de passer. Donc, j'essaie de venir sur le marché avec des notes qui me sont personnelles, une manière de voir qui m'est personnelle, en croisant mes doigts en disant « j'espère que ça plaira au public ». Et alors je me souviens, chez Hermès, j'avais ce mot terrible, c'est « si je trouve juste un seul client, ça me suffit ». Alors économiquement, ce n'est pas valable du tout. Pas du tout. Mais vraiment pas du tout, mais c'était ça l'esprit. Et heureusement pour moi, j'ai trouvé beaucoup plus de clients que ce que je croyais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la parfumerie, depuis, on va dire, depuis une quarantaine d'années, cinquantaine d'années, est passée aux mains du marketing, et on est passé de la parfumerie de l'offre, c'est-à-dire de la création, vraiment, à la parfumerie de la demande. C'est-à-dire, j'essaye de faire plaisir aux clients mais faire plaisir aux clients, les clients ne sont pas des parfumeurs, les clients aiment ce qu'ils connaissent et nous aimons tous ce que nous connaissons. C'est pour ça que souvent, on revient sur les choses que nous connaissons, mais on n'invente pas. Si je demande à un client d'inventer, il n'est pas capable d'inventer. Ce n'est pas son métier, ce n'est pas sa manière de penser et
Voilà, c'est pas son métier. Donc, en demandant aux clients, on crée des choses qui existent déjà, on modifie très légèrement les choses qui sont déjà. Et il suffit de regarder, très simplement, il suffit de regarder les voitures dans la rue pour s'apercevoir, ah, mais c'est quoi? C'est quelle marque cette voiture? Ce qui fait que les voitures deviennent manque d'identité et souvent elles prennent leur identité uniquement grâce à la couleur. La couleur devient l'identité de la marque. Je trouve ça triste parce que réduire une marque à une couleur, pour une voiture quand même, c'est un peu court. Et en parfum, c'est un peu la même chose. C'est aussi une manque de courage, sûr, toujours oui. suivre le chemin de quelqu'un en avant sans Oui. inventer, se réinventer et inventer. Oui, c'est absolument ça, oui, c'est un manque de courage. Et le manque de courage, c'est un manque de courage. Le manque de courage vient surtout du côté financier, qui les financiers dominent les marchés et demandent des retours sur investissement rapides. Et à cette demande d'investissement rapide, on ne va pas prendre de risques. Donc, voilà, ça casse un peu la créativité. Et ce n'était pas le cas dans la vieille parfumerie. Je veux dire, la parfumerie de Guerlain fut un temps, il y a eu plusieurs centaines de parfums de Guerlain. Il y en a une dizaine qui marchent vraiment bien, oui. Mais c'est sur des centaines. Et le risque était là. Et le risque fait que ceux qui marchent bien marchent toujours très bien. Et ceci, si je prends par exemple Chalimard, qui date de 1925, 100 ans après, Chalimard est toujours là et fait partie toujours des meilleures ventes de Guerlain. Et voilà, c'est ce que je vois. Et si je prends par exemple, alors des choses qui me sont personnelles comme le thé de Bulgarie ou Déclaration de chez Cartier. Déclaration de chez Cartier est un parfum qui est sorti dans les années 90. 30 ans après, il reste le numéro 1 de chez Cartier. Et la raison est très simple, c'est que le parfum, je ne vais pas parler d'Hermès là, parce que sinon c'est trop facile, mais le parfum faisait que l'écriture, la nouveauté que ça apportait, la signature que ça apportait était tellement nouvelle que les gens se sont identifiés à ça et font que, ben oui, avec ça, je suis différent. J'ai une identité propre. Et donc, je le garde. Voilà. Le jardin chinois, c'est pour moi un lieu de méditation. C'est-à-dire que c'est un lieu tellement arrangé, tellement pensé à l'avance. Chaque détail, chaque arbre, chaque bloc de pierre est mis à un endroit bien précis. Tout est sous contrôle pour permettre à la personne qui flâne, à la personne qui se promène, d'être dans ses pensées. Et ça va bien avec les parfums, puisque quand tu sens un parfum, il y a toujours quelque chose après. Tu sens au début, il y a une note, et puis après, il y a une autre note. Ah oui, ça, je l'avais pas senti avant. Ah, ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'il raconte toujours quelque chose. Tu restes curieux, en éveil, en permanence. Et cette possibilité d'être en éveil, en permanence, le jardin chinois le permet. Et le parfum devrait le permettre aussi. Monsieur Elena, quel est votre parfum le moins compris? Je ne saurais pas vous répondre. Il y a des parfums qui n'ont pas toujours été compris au départ, mais qui ont mis du temps pour être compris. Je vais vous donner un exemple. Quand le thé de Bulgarie est sorti, quand j'ai fait le thé de Bulgarie qui est sorti, moi j'étais persuadé que j'avais fait quelque chose d'exceptionnel, vraiment de différent par rapport à ce qui existait sur le marché. Et dans la première année, les parfumeurs ont dit « mais c'est une petite Cologne ». Le mot « petite », évidemment, était discriminant, une petite Cologne. Et par contre, le public s'en est saisi
et d'un seul coup, le public en a fait un produit intéressant. C'est devenu un repère, une borne par rapport à la parfumerie. Et d'un seul coup, les parfumeurs que l'on croit être les spécialistes, ben voilà, s'étaient trompés. Et, ils n'avaient pas vu ce que les clients ont vu. Donc, je ne dis pas que le public voit les choses, mais par moment, le public voit plus vite les choses que les spécialistes, que les professionnels. Est-ce qu'il y a un parfum conçu par quelqu'un d'autre dont vous aurez aimé être vous, l'auteur? Alors, quand j'étais jeune, oui. Quand j'étais jeune, alors, je vous explique pourquoi. Parce que Oui. quand j'étais jeune, il y avait les parfums de chez Dior et les parfums qu'avait créé Edmond Rouniska. Oui. Donc j'étais émerveillé et je me mettais à genoux tellement j'étais émerveillé devant les parfums qu'il créait, comme L'eau sauvage, Diorissimo qui était pour moi la perfection. Et là, je ne comprenais pas comment il avait fait. Le mystère demeurait total. Et avec le temps, maintenant je sais décoder, maintenant je sais analyser, maintenant je sais prendre du recul par rapport à ce qui est créé par les parfumeurs. Donc, j'apprécie le côté technique, mais je n'ai plus ce côté émerveillé de l'enfant qui découvre quelque chose de nouveau. Je veux dire, malheureusement, j'ai perdu un peu cet émerveillement enfantin. Cette innocence, d'une manière, oui. Donc, je suis devenu, c'est-à-dire, je veux dire, quand je sens quelque chose, je suis tellement tout de suite dans le côté, non pas amoureux, mais analytique. Oui. L'analyse passe devant l'amour. Et ça, c'est dommage. Mais c'est dommage pour moi. Mais bon, il faut accepter le fait que quand on devient professionnel dans un domaine, on ne regarde plus les choses de la même manière et on ne sent plus les choses de la même manière. Mărturisesc că rar am avut emoții ca la acest interviu cu Jean-Claude Ellena, chiar și desfășurat pe Zoom, așa cum a fost, pentru că mă aflam în preajma unui corifeu al parfumeriei, născut în 1947 la Grasse, orașul miresmelor, acolo unde și în cazul lui parfumeria a fost o afacere de familie. A urmat ucenicia în Elveția, la Givaudan, lecțiile de la marele Edmond Rouniska și treptat consacrarea adusă de primul mare parfum imaginat pentru Van Cleef & Arpels, First. De-a lungul anilor, Jean-Claude Ellena a compus creații olfactive pentru Cartier, Rochas, Yves Saint Laurent, Bulgari, Acqua di Parma, Armani, Edition de Parfum Frédéric Malle, L'Artisan Parfumeur, dar cea mai îndelungată colaborare a fost cu Hermès. În prezent, Jean-Claude Ellena este director de creație pentru Le Couvent Maison de Parfum, fosta Le Couvent des Minimes. Vous ne croyez pas dans la distinction masculin-féminin dans la parfumerie, mais quand même, il y a des ingrédients plutôt masculins ou plutôt féminins par tradition. Mais cette tradition peut-elle même être réinventée? Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, prenons des choses toutes simples. C'est-à-dire, par exemple, si je prends le jasmin c'est masculin. La rose, c'est féminin. Alors, le jasmin, voilà, c'est avec le jasmin et la rose, ça désigne deux entités différentes qui sont toutes les deux des fleurs. Et déjà dans le vocabulaire, on s'aperçoit qu'on fait un distinguo féminin-masculin qui est trompeur parce que le jasmin pourrait être la jasmin et le rose tout aussi bien. Mais il a été décidé qu'on faisait un féminin-masculin. En anglais, je veux dire, si je le dis en anglais, c'est pas la même chose. Le masculin-féminin n'existe plus. N'existe pas, oui. Voilà. Et je dirais, c'est merveilleux quand je parle des fleurs, parce que c'est plus facile. Et après, il y a eu des conventions qui ont été mises en place, mais ces conventions font que, par exemple, je vais prendre quelques vieux parfums. Il y a eu, je pense à un parfum qui s'appelait Cabochard, qui était de chez Grey. Oui, bien sûr. Cabochard et Cabotine. Dans les années 40 et 50. Voilà. Et ce parfum était féminin. Le parfum a été repris
et c'est devenu Aramis au masculin. Alors, il suffit de le reprendre, de changer le code final, et d'un seul coup, on se dit, ah oui, ça marche, ça marche. Et moi, je me souviens d'une expérience toute simple qui était, j'étais à l'embarcadère d'un avion. Vous savez, c'est au passage obligé maintenant dans les avions pour rentrer. Oui. Et je n'étais pas parfumé. Et la dame qui était là, qui me contrôlait, me dit, ah, qu'est-ce que vous sentez bon? En fait, c'était la personne qui était derrière moi qui sentait. Elle s'était parfumée, inondée de Chalimard. Et comme moi, je sentais le Chalimard de la dame, ce qui prouvait bien que j'aurais pu porter du Chalimard, parce qu'elle trouvait que je sentais bon. Et Chalimard est très portable par un homme, et c'est vraiment très, très bon sur un homme. C'est pour un homme courageux, je dirais, parce que c'est toujours cette douceur, cette caractère sucré du Chalimard Oui, qui doit être assumé par l'homme. Oui. Mais une fois qu'il est sur l'homme, il change de discours. Donc, j'ai beaucoup aimé l'exemple avec Cabochard et Aramis, parce que Cabochard était l'un des parfums de ma mère et Aramis l'un des parfums de mon père. Et donc, oui, alors, j'ai grandi avec ces deux repères, oui. Voilà. Et ils n'étaient pas dans une dualité, ils étaient dans une complémentarité. Ils étaient unis par le même parfum. C'est ça qui est merveilleux. Mais en tout cas, vous avez mentionné le jasmin comme un ingrédient plutôt masculin, je dirais plutôt féminin. Quand je pensais aux ingrédients masculins, je pensais au cèdre, conifère, puis pourquoi pas la menthe, le patchouli, le vétiver, voilà. Oui, alors, il y a ce côté-là, mais le patchouli est utilisé dans ce qu'on appelle des chypres ou dans les boisés, mais qui sont comme dans Cabochard, il y a beaucoup de patchouli, comme dans Mitsuko, il y a énormément de patchouli. Donc, des parfums qui contiennent énormément de vétiver ou de cèdre, comme terre d'Hermès, sont utilisés par les femmes. Et il y a je sais, on a analysé leur marché, il y avait 40% des femmes qui portaient terre d'Hermès. Wow. Ah, et parmi les femmes qui portaient terre d'Hermès, il y avait Jeanne Moreau qui se parfumait à terre d'Hermès. Monsieur Elena, oui, je vous en prie. Donc, vous voyez, il y a des masculins qui peuvent être portés par des femmes, et voilà. Nous sommes arrivés à ma dernière question. Vous aimez l'ordre, la rigueur, la discipline, l'étude, vous aimez la poésie, vous aimez la calligraphie nippon, où une goutte d'encre peut signifier un accident fastidieux. Est-ce que vous avez un grand parfum issu d'un tel accident qui a troublé l'ordre? Non. Non. Il y a non, parce que alors, je ne crois. Il y a une chose auquel je ne crois pas. Je ne crois pas au hasard. Pardon. Ça fait rien. Alors, je ne crois pas au hasard, c'est-à-dire que quand vous découvrez quelque chose de neuf, il n'est pas lié au hasard, c'est-à-dire qu'il est lié à la faculté de dire, d'un seul coup, vous allez dire, ça m'intéresse. Ce qui veut dire que le processus intellectuel que vous mettez derrière en présence, c'est que vous avez un intérêt particulier pour une chose que vous venez de découvrir. Elle n'est pas due au hasard, elle est due à votre conscience de la chose. C'est-à-dire que, oui, là, il y a quelque chose d'intéressant. Et donc, la faculté importante intellectuelle que vous devez avoir en permanence, c'est d'être toujours en éveil pour ce que j'appellerais saisir le hasard.
Mais saisir le hasard, ça veut dire que, oui, ça m'intéresse. Mais c'est pas le hasard. C'est-à-dire que c'est pas comme ça que ça vient. Ça vient parce que vous avez décidé que ça vous intéressait. Et à partir de ce moment-là, comprenez bien que je surprends souvent en disant mais les mauvaises odeurs m'intéressent. Mais dans les mauvaises odeurs, il y a des choses qui peuvent être intéressantes et qui vont devenir bonnes dans la manière dont je vais les utiliser. C'est-à-dire que, là, par exemple, je vais prendre un exemple, la civette qui est un ingrédient qui vient d'un petit animal, sent la merde. Ça sent vraiment très mauvais, ça sent vraiment, enfin, très mauvais, ça sent la merde. Mais, cette odeur de civette, si je la mets avec de la rose devient voluptueuse, elle devient charnelle, elle devient épaisse. Et d'un seul coup, je ne sens plus la civette, je sens une rose très rouge, très charnelle, très sensuelle. Et oui, mais là, ça devient intéressant. Et où la civette, ça devient dans un effet de chocolat, quelque chose de beaucoup plus crémeux pour un chocolat. Et là, ça devient intéressant. Et donc, cette odeur qu'on dit désagréable, mauvaise, peut devenir très agréable suivant la combinaison que l'on a. Et c'est ça qui est... Voilà, ça c'est le métier de parfumeur. Trouver de l'intérêt dans des choses absolument bizarres. Monsieur Elena, ça a été un plaisir. Merci de tout mon cœur. Merci à vous. Merci à vous. Et bonne journée à la Roumanie. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Doamnelor și domnilor, ediția limitată de astăzi se închide aici. Sunt Marius Constantinescu, trăiți nelimitat!